Quelle meilleure métaphore pour représenter la NBA qu'une grande constellation. Un vaste ensemble d'étoiles étincelantes et proches, où certaines s'éteignent tandis que d'autres émergent pour briller de mille feux. La NBA cultive ces étoiles scintillantes, les met en avant, car si l'ensemble est stable, il faut toujours avoir des astres plus éclatants que les autres. Ce sont ces étoiles-là que nous, les fans, repérons en premier, et qui nous donnent envie de sortir notre télescope pour découvrir la richesse de l'univers qui les entoure. Mais après avoir longuement admiré ce spectacle, une question sportive reste en suspens. Qu'est-ce qui fait réellement gagner un titre NBA ? Ce pourquoi les 30 équipes se battent. Avoir des stars semble être une condition nécessaire, bien que pas toujours suffisante. Ainsi, lorsqu'on sait l'importance de ces deux enjeux sportifs et marketing, le métier de scout NBA ressemble de plus en plus à celui d'un chercheur d'or. Il s'agit de dénicher cette perle rare passée sous les radars qui explosera sous votre maillot. Et chez le Thunder d'OKC, Sam Presti l'a très bien compris. Il a accumulé des choix de draft pour maximiser ses chances à long terme de trouver ses étoiles, capables de ramener un titre dans l'Oklahoma. Pourtant, certains joyaux brillent déjà dans l'effectif. Shai Gilgeous-Alexander, top 3 du dernier MVP, et Chet Holmgren, deuxième choix de la draft 2022, apparaissent comme des destinés à ce sort glorieux. Mais un troisième nom pourrait bien décrocher sa première étoile très prochainement. Jalen Williams. Et si J-Dub ne semble pas forcément être l'élu mis en avant par la Grande Ligue, il a pourtant montré sur le parquet qu'il avait tout pour faire tomber la foudre sur l'ensemble de la Ligue. Mais quel joueur est-il réellement ? Peut-il encore un peu plus briser ce plafond de verre et ainsi faire de l'ombre au plus grand de cette ligue ? Alors qu'approche la saison 2025, levons ensemble les yeux au ciel afin de découvrir la constellation du grand chien, celle de Jalen Williams. Bienvenue. Une fois n'est pas coutume, commençons avec le volet défensif. Car Jalen Williams est un vrai two-way player. Pas loin de l'élite, à vrai dire, et il s'inscrivait dans l'excellente défense d'OKC qui était 4e au defensive rating l'année dernière. Et cette défense avait beaucoup de principes très forts et était notamment l'équipe qui autorisait la plus basse efficacité sur les tirs au panier et donc les tirs les plus rémunérateurs du basket. Et si c'était en grande partie grâce à Chet, c'était aussi grâce à Jalen Williams. Parce que grâce à son envergure démentielle de presque 2,20 m et sa prise de poids entre son année 1 et 2, il est vraiment devenu un défenseur off-ball pas loin de l'élite, comme j'ai dit. Déjà parce qu'il est capable d'actions très spectaculaires comme ici, où regardez, il vient vraiment être le protecteur du panier et fait la rotation pour contrer le alley-oop de Jaylen Brown. Et ces séquences de défense du cercle secondaire, on les voit de plus en plus fréquemment avec lui. Et là où il est vraiment très impressionnant, c'est dans ses rotations où il peut être très dissuasif. Dissuasif car il a cette fameuse envergure et qu'il a aussi le QI pour toujours être bien placé. Et grâce à cette puissance qu'il dégage, il offre une certaine flexibilité de schéma puisqu'il est capable tout simplement de switcher le pick and roll et de défendre l'intérieur adverse. Comme ici où les Wolves jouent un Spain pick and roll que J-Dub va complètement annihiler en suppléant parfaitement Chet Holmgren, en switchant sur Rudy Gobert et en contestant parfaitement le alley-oop. Et tous ces outils et ce sens du jeu, cet instinct, on les retrouve aussi sur les lignes de passe où il est très actif. Et si on prend un exemple qui résume un peu tout, vous le voyez ici, les Warriors vont attirer Chet Holmgren loin du panier, donc on va faire une rotation très rapide et très agressive sur Klay Thompson, et c'est à Jalen Williams de rotationner au panier, et ça c'est un petit détail, mais regardez grâce à son envergure et sa puissance comme il lutte pour empêcher en fait la passe vers Jonathan Kuminga, puis Klay Thompson a arrêté son dribble et cherche le renversement, mais encore une fois, grâce à son instinct et son sens du jeu, il intercepte et peut partir en transition pour aller dunker. Mais finalement, si ce n'est pas encore un défenseur d'élite, c'est peut-être à cause du volume off-ball qui n'est pas au niveau des tout meilleurs de NBA. Mais si ce volume n'est pas exceptionnellement haut, c'est aussi parce que Jalen Williams, c'est un défenseur très polyvalent, très versatile, comme disent les Américains, et parce qu'il peut aussi être mis on-ball sur le porteur de balle adverse en premier rideau. Et avec sa prise de poids entre son année 1 et 2, c'est vrai que Jalen, il s'est plutôt spécialisé sur des wings, et il peut se faire déborder par les vraiment plus petits comme Kyrie Irving ou Stephen Curry, mais bon,
qui ne se ferait pas déborder par Kyrie Irving. Mais sur d'autres profils, on l'a vu vraiment très à l'aise, notamment en playoff, face à CJ McCollum ou face à Brandon Ingram face aux Pélicans tout simplement. Et Brandon Ingram, c'est vraiment un morphotype qui lui convient parfaitement. Et si on prend un exemple sur cette action, vous allez le voir, il réussit à plutôt bien naviguer l'écran de Jonas Valanciunas, qui n'est pas toujours son fort. Et en fait, vu que Brandon Ingram ne mise pas sur sa vivacité, il va pouvoir rester attaché à Ingram et pouvoir contester parfaitement de toute sa longueur ce pull-up à mi-distance. Et le recrutement d'OKC cet été, il va complètement dans la continuité de ce qu'on a vu sur les 2 premières saisons, c'est-à-dire une utilisation assez polyvalente de Jalen Williams. Parce qu'avec Alex Caruso, le Thunder, il recrute un défenseur on-ball de niveau all-defense. Et donc on peut avoir un Jalen Williams qui peut être un peu soulagé de ses tâches et se focus encore plus off-ball. Et avec Isaiah Hartenstein, on a un défenseur très très polyvalent où on peut avoir des schémas très agressifs sur le porteur et avec Jalen Williams en protection secondaire du panier. Ou alors on peut avoir des séquences avec Chet Holmgren en roamer en 4 et donc Jalen Williams qui continue à être on-ball. Et finalement, selon la match-up, on va vraiment pouvoir s'adapter à l'adversaire. Et en NBA, en playoff, la polyvalence est clé. Et tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à Jalen Williams. Avant de rentrer dans les détails du jeu de Jalen Williams, je vous propose un petit jeu. Imaginez-vous sur un playground avec un ami à vous et vous avez 10 tirs chacun. Au final, qui est-ce qui va gagner ? Celui qui aura mis le plus de tirs ou celui qui aura mis le plus de points ? C'est le nombre de points qui va compter, évidemment. Et c'est pour ça que le pourcentage au tir, il ne veut pas dire grand-chose au final quand on veut évaluer un scoreur. Et il est bien plus important de parler en efficacité et en points par tir. Et cette efficacité, prise toute seule, elle veut pas dire grand chose, puisque à chaque joueur son régime de tir, et un tir à 3 points dans le corner est bien plus simple qu'un step back contesté. Et c'est pour ça qu'une autre composante vient rentrer en compte pour parler des scoreurs, l'usage, c'est-à-dire le volume de responsabilité. Combien d'actions sont finies par toi ? Et finalement, un bon scoreur, ce serait ça. Ce serait un joueur à forte responsabilité et donc à fort usage, mais qui utilise au mieux ses munitions et qui est efficace. Et si on recherche tous les joueurs de la ligue avec au minimum un certain volume et une certaine efficacité, c'est-à-dire 24% d'usage et 1,22 points par tir, on obtient la liste suivante. Que des All-Stars confirmés, de multiples All-Stars même la plupart du temps, et au milieu de ce club restreint se cache un seul joueur non étoilé, un certain Jalen Williams. Mais donc oui, malgré un volume qui n'est pas encore celui d'une superstar de NBA, Jalen Williams fait déjà partie d'une certaine caste, puisqu'il est 7% plus efficace que la moyenne. Et 7%, c'est vraiment énorme. Mais alors comment réussit-il à avoir un tel score ? Ce qui est assez intéressant, c'est que son année rookie, il avait déjà été 3% plus efficace en prenant quasiment un tir sur 2 au cercle, ce qui est sa grande force. Et il jouait beaucoup de stampede action ou de cut où il arrivait lancé au panier et c'est vrai que là-dessus il a un tel toucher de balle avec sa puissance physique et ses longs bras qu'il était déjà très très efficace au panier puisqu'il était à 70% de réussite sur les tirs près du cercle. Et cette composante, il l'a vraiment gardée. Ici, on va le voir, il s'apprête à prendre 2 écrans, il va complètement feinter son défenseur puisqu'il curl avant le deuxième et s'ouvre ainsi une ligne de drive et un dunk lancé. Et s'il a gardé cette composante, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jalen Williams est devenu plus efficace en ayant un jeu beaucoup plus développé et complet. Il a vraiment étendu son jeu au sens littéral, puisque désormais on a affaire à un vrai créateur de tir très complet. Sur drive donc, je le répète, mais on retrouve ce potentiel assez dingue grâce au toucher de balle et à l'envergure. Ici vous le voyez, il va prendre un ghost screen de Shai Gilgeous-Alexander. Regardez comme Shai tend son bras pour toucher Randle et le perturber. Jalen Williams va driver. Julius Randle ne mord pas à la feinte, mais Jalen Williams arrive à passer l'épaule. C'est un tir ultra contesté, mais grâce à son envergure, en fait Jalen Williams il passe au-dessus de Julius Randle et le toucher est assez dingue pour finir. Mais un aspect où il a vraiment progressé, c'est sur le handle qui lui permet d'encore plus driver que la saison passée. Comme sur cette action où il attend parfaitement que son défenseur donne ses appuis pour changer de direction assez brusquement et s'ouvrir ainsi une ligne de drive.
Et ce handle lui permet de se créer son tir à peu près n'importe où sur un parquet. Et ça, c'est assez valuable puisque l'année dernière, comme j'ai dit, il prenait 1 tir sur 2 au panier. Et ce chiffre, il est passé à 35%, soit à peu près 1 tir sur 3. Ce qui veut dire que 2 tirs sur 3 ne sont pas pris au panier. Et une des nouvelles armes de Jalen Williams, c'est le flotteur. Le flotteur sur lequel il a extrêmement travaillé et qu'il maîtrise presque à la perfection et qu'il peut dégainer à peu près au-dessus de n'importe qui et même les intérieurs de drop. Ici, face à Domantas Sabonis est en drop, donc il reste sous panier et Jalen Williams peut déclencher ce tir et sanctionner avec beaucoup de touchés, encore une fois. Et sur ce flotteur, il est à 48% de réussite. Et ça, c'est très très bien. C'est dans le 84e centile. Mais surtout, ce tir, ce geste, il peut le réutiliser dans d'autres aspects. C'est vraiment exactement le même mouvement lorsqu'il dégaine d'un peu plus loin à mi-distance. Et à mi-distance, c'est presque devenu son signature move où il drive sur sa main gauche, va créer l'espace avec son corps, puis il va lâcher ce fadeaway flotteur sur un pied près du cercle qu'il maîtrise presque à la perfection. Et vraiment, ce stop and go sur sa gauche, il est assez létal dessus. Ici, on peut retrouver un pick and roll encore une fois avec Shai Gilgeous-Alexander et vous retrouvez ce tag pour perturber le défenseur. Jalen Williams passe l'épaule, Josh Hart est déjà hors de ses appuis. Jalen Williams s'arrête brusquement, s'élève et dégaine sur un tir ouvert en étant totalement en contrôle. Et ce long mi-distance, c'est vraiment l'incroyable nouveauté de son jeu, puisque l'année dernière, il était qu'à 31% de réussite, et cette année, il est passé à 50% de réussite sur les longs mi-distances, sur un volume qui a également beaucoup augmenté. Et des exemples de ce in-between game, on en a à l'appel, mais c'est aussi grâce à son handle et sa gestion du rythme qui ont incroyablement progressé qu'il est capable de se créer ce tir. Ici, face à Jabari Smith, vous allez le voir, il va ralentir, puis d'un coup, il voit que Jabari Smith gamble et il va accélérer très brusquement. Ce qui fait que Jabari Smith est en retard et donc au moment où il s'arrête, Jabari Smith ne peut pas s'arrêter, est complètement emporté par sa course et Jalen Williams peut dégainer encore une fois ce one leg. Et il y a notamment un move en particulier qu'il maîtrise parfaitement, c'est le behind the back. Le dribble dans le dos, un peu arrêté, qui lui permet souvent de mettre un coup d'épaule à son défenseur et de changer de direction pour se créer vraiment cet avantage sur sa main gauche dans un second temps. Comme ici face à Trey Murphy en playoff, vous le voyez, le move est incroyablement fluide et il s'ouvre un layup après qu'il finit main gauche. Ici on va voir un exemple de la gestion de son rythme. Il va prendre un écran de Chet Holmgren qui ouvre à 3 points, il va faire une hésitation qui frise Jonas Valanciunas une demi-seconde et il va réaccélérer directement après pour s'ouvrir le cercle. Il va résister parfaitement au contact et se contorsionner en l'air pour finir encore une fois au panier. Et l'autre move qu'il utilise beaucoup, c'est le spin move, tout simplement, où il utilise sa puissance pour se créer de l'espace. Ici, vous allez le voir, c'est encore une fois un écran de Shai Gilgeous-Alexander et il se retrouve face à Donte DiVincenzo qui est parfaitement en position. Et au moment où Donte DiVincenzo gamble, Jalen Williams va protéger sa balle, va spin très rapidement, puis après, il va profiter de l'inertie qu'il a entraînée pour mettre un coup à Donte DiVincenzo et ainsi pouvoir se créer un tir sur sa droite qu'il finit au-dessus de tout le monde. Et ce tir, il est vraiment très très impressionnant. Je vous le remets à vitesse réelle. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que Jalen Williams a étendu son jeu jusqu'à la ligne à 3 points. Et c'est devenu un shooter, en tout cas sur les pourcentages, absolument d'élite. Puisqu'en catch and shoot, il a tourné à plus de 43% derrière la ligne à 3 points. Mais le plus fou, c'est peut-être son pull-up, sur lequel il a tourné à 42%. Et il a même, pendant une longue partie de la saison, été à plus de 50% sur les pull-ups à 3 points. Et c'est là où il faut faire attention au volume. Et la grande question, c'est est-ce que ce chiffre va rester au-delà des 40% en 2024-25 ? Et oui, puisqu'au final, ça ne reste que 2 catch and shoot et un peu plus d'1 pull-up à 3 points par match. Mais malgré tout, même si ce chiffre de 42% en pull-up, il redescend un peu, même s'il est à 37-38%, ça reste un score très élevé et qui tactiquement lui ouvre beaucoup d'opportunités. Déjà, il a beaucoup aimé pull-up sur de la semi-transition, là où la défense n'est pas vraiment replacée et va favoriser la raquette. Et tactiquement, ça ouvre beaucoup d'opportunités à son jeu et à celui de tout le Thunder en fait. Puisque face au drop, il peut dégainer avec beaucoup d'aisance et forcer du coup le défenseur à monter.
Et sur une ISO, c'est à peu près pareil. Il va forcer le défenseur à être très proche de lui parce que sinon il peut dégainer. Et on l'a vu beaucoup face à des bigs ou face à des joueurs plus lents, dégainer notamment ce step back sur sa gauche sur laquelle il a une très belle amplitude. Et forcer les défenseurs à monter, ça va lui ouvrir des lignes de drive et c'est une between game sur lequel il est vraiment létal. Donc au final, en une saison, on est passé d'un joueur qui ne vivait quasiment qu'au cercle à un scoreur ultra efficace et ultra complet. Et la question de l'année prochaine, c'est est-ce qu'il va réussir à reproduire de tels chiffres sur un plus gros volume? Parce que le volume, faut pas oublier que Josh Giddey est parti et donc il va augmenter le volume. Et s'il arrive à conserver son efficacité sur un tel volume, ça va le faire rentrer dans une caste assez incroyable. Parce que des joueurs qui sont au-delà des 30% d'usage et 105 de true shooting plus, c'est-à-dire 5% au-dessus de la moyenne, il n'y en a que 8 en fait. C'est Jokic, Booker, Curry, LeBron, Giannis, Shai, Joel Embiid et Luka Doncic. Et donc s'il conserve cette efficacité en montant le volume à 30%, ce qui est totalement possible, Jalen Williams il va s'inviter à une sacrée assemblée. Mais pour être une star offensive aujourd'hui, le scoring ne suffit pas. Il faut aussi être capable de créer pour les autres et là aussi Jalen Williams a secrètement déjà beaucoup progressé là-dessus puisque si Josh Giddey n'est plus là, c'est parce qu'il lui a pris son rôle principal, la création de jeu quand Shai Gilgeous-Alexander n'est pas là. Et Jalen Williams s'est montré tellement fort qu'il a vraiment relégué Josh Giddey à un rôle secondaire même dans ces situations de fin de troisième quart-temps, début de quatrième. Et c'est désormais lui qui prenait le jeu à son compte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui colle parfaitement au style de jeu de Mark Daigneault. On l'a déjà vu un peu avant, mais la mentalité très futuriste, c'est que tout le monde peut jouer du pick and roll dans n'importe quelle position. À peu près chaque joueur sur le parquet peut être le porteur de balle ou le poseur d'écran. Et on implémente beaucoup de mouvements, des écrans avant le pick and roll, etc. pour arriver, lancer et avoir déjà un premier décalage au moment de jouer ce pick and roll. Et là-dessus, Jalen Williams y colle parfaitement. Et on l'a dit un peu avant, mais s'il a eu plus de responsabilités, c'est aussi parce que son handle a beaucoup progressé. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, finalement, en fait, ses longs bras lui servent énormément puisqu'il peut descendre le ballon très bas sans lui-même avoir à se baisser et baisser son centre de gravité extrêmement bas. Et donc, ça fait que Jalen Williams, déjà, il perd très peu de ballons puisqu'il est à moins de 10% de perte de balles et c'est plutôt très propre au vu de son volume de responsabilité. Mais donc ce qui est intéressant, c'est vraiment ses lectures sur ses pick and roll. Ici par exemple, on a une zoom action, c'est-à-dire que Jalen Williams va jouer un premier main à main avec Gordon Hayward avant de recevoir un écran de Chet Holmgren. Et là, il va parfaitement lire la défense de Jabari Smith qui est un peu trop agressif sur lui. Ça laisse de l'espace dans le dos et Jalen Williams, c'est un très bon passeur de lob qui peut envoyer Chet Holmgren au alley-oop. Et c'est justement sur cette relation que s'appuie beaucoup la création du Thunder sans Shai Gilgeous-Alexander. Donc je vous propose de creuser un peu ce sujet. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que face à des couvertures classiques de drop, les solutions, elles sont vraiment multiples pour ce duo. Parce que déjà, il y a le pick and pop de Chet, et donc si le défenseur intérieur reste bas pour contenir le drive de Jalen Williams, le tir à 3 points, il est grand ouvert. Ensuite, il y a aussi le pick and roll où Chet Holmgren va glisser l'écran très rapidement, comme ici où vous le voyez. Lauri Markkanen reste bas et Chet Holmgren, en fait, il pose pas vraiment l'écran. Il sprint directement vers le panier et ça crée un 2 contre 1 immédiat. Et là-dessus, Jalen Williams, il est capable de le trouver les yeux fermés parce que c'est encore une fois un très bon passeur de lob. Ensuite, sur ce même match, le Jazz a tenté d'être plus agressif pour sortir justement Jalen Williams de cette zone intermédiaire et empêcher l'intérieur d'avoir un 2 contre 1 à gérer. Donc il sort très haut pour empêcher Jalen Williams de prendre la vitesse, il fait ce qu'on appelle un edge, sauf que vous allez le voir, Jalen Williams, en prenant ce petit pas de recul, il contourne parfaitement le edge, et là la couverture, elle est un peu cassée. Parce que Kelly Olynyk, il doit très vite reculer, et il a perdu Chet Holmgren de vue. Chet Holmgren qui n'a pas roulé très agressivement au panier cette fois, il va parfaitement attendre et Jalen Williams, il peut encore une fois envoyer ce lob pour Chet Holmgren
après avoir parfaitement géré son tempo. Ensuite, du coup, ce que pourrait faire la défense, c'est du switch pour empêcher tout décalage. Et un très bon exemple, ce serait le hit avec Bam Adebayo, qui est un des meilleurs intérieurs de switch de la ligue. Donc là, Jalen Williams, il va prendre cet écran de Chet Holmgren, et vous le voyez, Chet Holmgren, il glisse l'écran. Il le pose pas vraiment, et ça crée de la confusion. Parce que Bam, il a switch, et Ray Marquez Jr., il a pas switch, justement. Et il a un tout petit temps de retard, le temps de comprendre que Chet Holmgren ne pose pas vraiment l'écran, et Jalen Williams, encore une fois, peut servir du coup Chet Holmgren qui a l'avantage pour un alley-oop. Mais du coup, c'est vraiment devenu un bon créateur, parce qu'il est capable de gérer son rythme, d'accélérer et de décélérer pour créer des fenêtres de passe pour ses coéquipiers. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au Thunder, on joue rarement des simples pick and roll. On implémente souvent du mouvement pour justement créer de la confusion. On joue beaucoup de zoom action avec Jalen Williams qui part de l'aile, et on joue aussi pas mal de Spain pick and roll. C'est-à-dire que Chet Holmgren va poser l'écran et recevoir lui-même un autre écran derrière. Ici, vous le voyez, il ouvre et Sabonis, il reste sur Jalen Williams. Donc en fait, il veut un late switch. Donc Keon Ellis devrait aller sur Chet Holmgren, sauf que Chet Holmgren, en même temps, il reçoit un écran de Kenrich Williams. Et ça, en fait, ça crée beaucoup de confusion parce que les défenseurs, ils savent plus trop quoi faire. Trey Lyles, il veut rester sur Kenrich Williams, sauf que Keon Ellis, c'était lui sur Chet Holmgren et il est trop loin. Donc en fait, Trey Lyles, il serait obligé de switcher et il le fait pas. Et là, ça crée un alley-oop grand ouvert pour Chet Holmgren et encore une fois, Jalen Williams le sert sur un plateau. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant et qui me donne vraiment envie de le suivre cette saison, c'est qu'on voit des flashs de passes un peu plus avancés. C'est-à-dire que grâce à sa gravité, notamment sur drive, on va le voir qu'il est capable de parfaitement lire la défense pour offrir des très bons tirs à ses coéquipiers en drive and kick. Ici, encore une fois, on retrouve ce pick and roll où Chet Holmgren glisse l'écran, mais Trey Murphy, il anticipe et il vient complètement bloquer le roll au panier. Ce qui fait que le tir ouvert, c'est dans le corner et Jalen Williams, il va sauter pour trouver un angle de passe au-dessus et trouver la skip pass corner opposé. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que en fait, c'est pas du tout une anomalie et c'est pas du tout surprenant que ce soit un bon joueur de pick and roll. Parce qu'il a de très bons instincts et on l'avait déjà vu à Santa Clara pour sentir les actions un peu improvisées. Read and react, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de passe ouverte, elle est pas forcément scriptée, et il va quand même la faire. Notamment pour les cuts, ici vous le voyez, Josh Giddey, il prend Michael Porter Jr. à revers, et Jalen Williams, il va parfaitement le servir. Et ça permet aussi d'avoir un Shai Gilgeous-Alexander qui est un peu assisté sur certaines actions. Soit quand il est utilisé en poseur d'écran, soit ici on va avoir une feinte de zoom action, c'est-à-dire que Jalen Williams part pour jouer un end-off avec Shai Gilgeous-Alexander, et Shai Gilgeous-Alexander, boum, il change d'appui très brusquement, ça ouvre la coupe, et Jalen Williams il voit parfaitement cette coupe au panier, et c'est un dunk facile pour Shai. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il y a certains flashs vraiment de manipulation où il va faire bouger la défense lui-même pour vraiment créer ce tir de par simplement son jeu de regard. Ici, encore une fois, on a la traditionnelle zoom action. Donc Jalen Williams, il arrive lancé, Chet Holmgren glisse l'écran et là on le blitz, on le prend à deux. Donc Jalen Williams, il va pouvoir sauter grâce à ses longs bras. Il va regarder que Chet Holmgren. Ça va faire bouger Keon Ellis. Et en fait, il sert Shai Gilgeous-Alexander pour un tir complètement ouvert. Là encore, on a une zoom action. Et cette fois-ci, le roll, il est pas ouvert. Donc Jalen Williams, il va encore une fois regarder le pop d'Isaiah Joe. Ça va freeze Royce O'Neal une demi-seconde. Et ça ouvre le roll pour Chet Holmgren. Et donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un très bon créateur secondaire et vraiment des flashs de très bonnes créations primaires. Et ça laisse entrevoir un vrai joueur en fait ultra complet. Peut-être pas un créateur en termes de volume à la Tyrese Haliburton ou à la Luka Doncic, mais en fait si c'est lui ton deuxième créateur, tu as un niveau de création tout au long du match de très haut niveau. Et en fait, tu as une certaine variété de création qui est vraiment l'identité du Thunder, encore plus avec Isaiah Hartenstein cette saison, qui va pouvoir jouer des mains à main, etc. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que tous les voyants sont au vert pour ce Thunder. Et il est vraiment capable de séquences et de moves de créateurs d'élite. Notamment, on l'a vu quelques fois, snake le pick and roll. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, il reçoit la balle et en fait, il va repartir de l'autre côté pour mettre Grayson Allen dans le dos. Et c'est vrai qu'avec son haut du corps très développé musculairement, ça fait beaucoup de sens de développer aussi ce move. Mais donc en fait, on voit des flashs littéralement dans tous les aspects du jeu avec Jalen Williams.
Et c'est ça qui est vraiment intriguant, c'est que c'est des flashs presque de haut niveau à peu près partout. Et ça me fait vraiment me demander jusqu'où peut-il aller ? Jusqu'où peut-il aller ? Et je pense qu'on aura un gros bout de la réponse cette saison. Et c'est pour ça que c'est le joueur à suivre pour moi de 2024-25. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo sur Jalen Williams. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus condensé possible. Évidemment, il y a encore quelques lacunes à gommer, mais j'espère vous avoir convaincu que le Thunder tient bien une autre star à côté de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Merci de nous avoir regardés. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter pour le référencement. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Moi, je vous dis à très très vite encore une fois sur la chaîne du Dreamcast Show. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.